Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je rejoins Agathe Collinet. On arrive. Salut Agathe. Hello Chris, merci de me prendre. Allez, séquence numéro 2. C'est parti. C'est parti. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah bah super. C'est quoi le marché du recrutement en 2025? Tu le perçois comment? Le marché du recrutement, là sur les 2 dernières années, on s'est un petit peu décéléré. Alors, bon, il y a deux sujets. T'as le recrutement un peu de masse, un petit peu généraliste. T'as le recrutement aussi en tension. Ouais. Finalement, bon, la tension, tu la sentais aussi un petit peu avant. Mais dans tous les secteurs, tu sens qu'il y a quand même un rapport un petit peu inversé entre les personnes qui cherchent un emploi et les entreprises qui cherchent du coup à recruter. Ouais, on n'est plus dans la folie post-Covid où le candidat a 5 offres. Ça c'est certain, ouais. Et puis le contexte un petit peu, tu vois, géopolitique, le contexte un petit peu national fait que les entreprises sont un petit peu plus prudentes. Et là, on était un peu sur des recrutements parfois pas forcément maîtrisés, pas forcément très rationalisés. D'ailleurs, bon, c'était pas non plus la panacée, hein. Aujourd'hui, les entreprises sont quand même plus frileuses, prennent quand même plus le temps, de la réflexion aussi. Il y a eu beaucoup de licenciements aussi, hein. Beaucoup de licenciements, mais tu sais aussi l'automatisation, la tech, ça fait que aujourd'hui, même pour des postes traditionnels, hein, par exemple dans la grande distrib, t'as une personne qui fait le job de avant 5 personnes. Ouais, mais comme dans les années, on va dire 2021, 22, 23, il y a eu énormément de recrutements et souvent à la hâte. Et on Ouais. a recruté, enfin, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a des boîtes qui ont recruté peut-être un peu n'importe comment. Ouais. C'est-à-dire, elles ont pris les premiers qui arrivaient. Mm. Et puis finalement, elles se sont dit, oh là, Mm. qu'est-ce qu'on a fait? Et du coup, on a eu une masse quand même de licenciements derrière. Et aujourd'hui, finalement, plutôt que décélérer, est-ce qu'on n'est pas juste un retour à l'équilibre avant Covid? Alors on a un retour à l'équilibre avant le Covid. Alors oui, ça c'est sûr que de toute façon il y avait un phénomène de bulle et il y a eu un phénomène un peu d'emballement avec le Covid. Mais ça concernait aussi tout ce qui est business digital, les boîtes tech, Ouais, qui en fait ont une commercialisation dématérialisée. Donc le Covid ça les a fait un petit peu boomer. Mais même quand tu compares, tu vois, moi ça fait 8 ans du coup que je fais du recrutement. Quand tu compares même avant la phase post-Covid, on est quand même sur un phénomène de prudence un peu plus fort. Enfin, on observe que les entreprises sont plus prudentes parce que c'est le contexte économique global qui est pas hyper ouais. rassurant. Et du coup, tu as aussi beaucoup d'entreprises qui étaient un peu plus bold, qui disaient par exemple les sociétés de conseil, on va recruter au profil, on pourra Mhm. trouver à nos consultants des missions qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est pas pour cette mission qu'on le recrute, il va rester avec nous. Aujourd'hui, c'est quand même un peu inversé. On va recruter à la mission plus qu'au profil, alors qu'avant c'était chape ouverte dans les sociétés de Ouais. conseil, parce qu'il y a quand même cette crainte. Et on voit les conséquences que ça peut avoir en cascade après financièrement un mauvais recrutement ou un recrutement en fait qui n'était pas assez ciblé. Et puis ce que tu disais aussi, le fait de recruter, d'avoir été un petit peu dans l'emballement post-Covid, bon peut-être qu'on en a perdu aussi certaines bonnes pratiques qui sont importantes dans une vision long terme aussi, de construction long terme avec le collaborateur. Et pas seulement, là on a un pic client, on a un pic demande, il y a un effet domaine avec le Covid. Allez, go, on va recruter ce gars, mais s'il reste 10 mois, en fait, c'est ceux dont on a besoin. Alors, tu dis justement, on recrute pour des missions. Et Mm. je vois pas mal de com qui passent autour du fait que dans la tech aujourd'hui, il y a un retour en force, enfin plus qu'un retour en force, un fort développement du statut d'indépendant. Est-ce que tu sens, toi, dans ton activité, ce virage où certains clients avant allaient te dire bah, trouve-moi un CDI Mm. versus aujourd'hui trouve-moi un indépendant? Alors dans l'informatique, tu vois, c'est des métiers qui sont très liés à des projets, à ce qu'on pourrait comparer à des chantiers. Hum. Donc finalement, dans l'informatique, ça s'est beaucoup fait, hein. C'est un métier où ça se fait énormément. Parfois, la compétence aussi est dure à trouver. Donc, par effet domaine, les anciens salariés deviennent des freelances et vendent comme ça leurs compétences. Aussi, il faut se dire que parfois, sur un projet informatique, tu as besoin d'une compétence, mais le projet il va pas durer 6 ans. Ouais. T'as pas besoin d'avoir une logique aussi hyper long terme avec le collaborateur et ce qui va être nécessaire, c'est vraiment une expertise poussée, pointue au moment où tu en as besoin. Dans l'informatique, ça se faisait quand même énormément. Moi, je vois pas plus de demandes aujourd'hui. Au contraire, ce que je vois, vu qu'on est dans un rapport finalement à faire appel à l'humain, que ce soit Ouais. freelance ou CDI, qui s'est un petit peu réduit. Au contraire, moi j'ai eu pas mal de sociétés qui justement le trop rapide, le trop flexible, ils reviennent dessus et ils préfèrent embaucher en CDI quitte à avoir moins de personnes sur le projet.
Ouais, Mais quitte à sécuriser, avoir une équipe exactement. solide et durable, quoi. Et ce que je vois côté candidat, c'est qu'il y a quand même énormément de freelance sur le carreau. Mhm. Aujourd'hui, les profils les plus experts, les plus seniors, les profils justement qui peuvent intervenir sur des projets de bout en bout et plutôt long terme sont ceux qui sont plutôt en sécurité. Mais tout ce qui est mission en forfait, test and learn, je fais appel à un freelance quand je lève plutôt qu'à une équipe en CDI, etc. Je pense que ça va pas dans leur, forcément dans leur direction. Mais on le voit aussi avec le recrutement, hein. Il y a plein de Ouais. recruteurs qui sont passés en freelance après le Covid Et qui de, reviennent en arrière. et qui reviennent en arrière. Et il y a eu aussi une demande énorme de flexibilité au niveau du recrutement sur cette période. Donc des gens ont pris des décisions aussi de carrière basées sur ça. Sauf qu'en fait, c'est pas non plus la réalité du besoin des entreprises ou du marché. Et ça concernait avant tout type de boîte. Quand je parle d'avant, c'est post-Covid. Alors qu'en fait, le freelancing, là où c'est sécure et là où il y a toujours de la demande, c'est plutôt les grands groupes. Ouais, et puis après, on va pas se le cacher, hein, de passer de l'état salarié à l'état freelance, c'est pas un claquement de doigts, faut être un peu commercial, faut avoir Mm. déjà un réseau solide. C'est pas si simple que ça, hein. Non, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'on nous vend sur Non. Internet. Alors moi, je sais pas si c'est parce que je suis entrepreneur, mais dès que j'ouvre mon téléphone, je vois des pubs pour me dire que je suis en train de gâcher ma vie en Hein. CDI, qu'il faut absolument que je passe en freelance, que je peux gagner 3 à 4 000 euros par mois, de vivre, enfin, en vivant où je veux dans le monde, etc. Non, la réalité, elle est quand même pas si reluisante. Évidemment, ça marche pour des gens, hein, cette réalité-là, ça on va pas se mentir. Mais c'est quand même une décision pas à prendre à la légère. Et puis surtout, ça correspond pas à tout le monde. Donc le tout, c'est d'être dans un cadre qui nous corresponde et dans lequel on se sent bien, safe et épanoui. Ouais. Et tes clients aujourd'hui te disent quoi? Est-ce que tu sens que là, cette année, il y a un changement de discours? Comment tu les perçois là, les demandes clients? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement par rapport à l'euphorie des 3 dernières années? Alors sur la partie PME, grand groupe, ce que je peux voir, c'est que par exemple le recours à des solutions externes était beaucoup plus systématique et beaucoup plus tôt dans l'année. Où là, ça redevient, enfin, notamment sur les années post-Covid, où là, ça redevient un cycle un peu plus classique. On va faire appel à nous quand on voit qu'en fait, on n'atteint pas l'objectif, Ok. etc. Peut-être aussi une rationalisation parce que il y a eu beaucoup d'acteurs aussi dans le recrutement. À un moment, il y avait plein de cabinets, il y avait plein de solutions aussi qui se développaient et tu avais des gens forcément plus ou moins bons, plus ou moins experts, plus ou moins spécialisés. Et il y a aussi beaucoup, tu vois, de cabinets qui ont un peu matraqué, enfin pas matraqué, mais quand je pourrais dire qu'on carjacké un petit peu des Ouais. entreprises, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que peut-être que le suivi n'était pas celui promis, il n'y avait pas forcément énormément de matchs en termes de culture. Et Quand puis, tu avais des quand tu caps qui... dis, je te Ouais, coupe, quand tu ouais. dis carjacké, c'est un peu comme dans l'immobilier. C'est-à-dire que post-Covid, ça a explosé au niveau tarif, avec des prestations peut-être même un peu dégradées des agences parce qu'il y avait là la demande, les ventes. Exactement. Ça fait pareil au niveau des cabinets de recrutement? Ah, ça fait exactement pareil. Exactement pareil. Il y a eu un moment tellement un besoin et un boom, et on va dire même une primauté des cabinets en tant que solution externe de sourcing et d'accompagnement, ça dépend comment tu taffes, que du coup, il y a eu énormément de personnes qui sont lancées sur le marché, voire aussi des cabinets qui sont pas forcément hyper honnêtes, hein. Moi, je connais des cabs, ils vont chasser dans les entreprises dans lesquelles ils placent, tu vois. Ils ont un collaborateur, ils savent qu'ils vont le placer, enfin, un talent, ils vont le placer 2, 3 ans, et c'est eux qui vont les appeler pour aller le Ouais. déloger peu de temps après. Enfin, peu de temps après, quelques années après. Mais du coup, en Bon, termes de ça a toujours confiance, existé. ça a toujours existé, mais en fait, normalement, ça devrait pas exister. Normalement, ça devrait être au candidat de te rappeler en tant que cabinet pour te dire, bah, ça va pas, est-ce que tu peux, plutôt que l'inverse. Voilà, exactement. Et puis tu devrais aussi peut-être avoir un code d'honneur. En vrai, si tu as assez de Hmm. clients et quand les choses vont bien pour toi, tu devrais pas devoir avoir placé le candidat que tu as déjà placé, hein. Mais tu peux le conseiller, tu peux l'accompagner, tu peux lui donner des tips s'il vient vers toi, évidemment, toi tu es dans le conseil. Mais oui, je pense que ça aussi, ça fait que ça a porté un peu préjudice à l'image du recrutement aussi externe. C'était un peu la foire d'empoigne Ouais. et c'est devenu un petit peu trop le commerce au détriment du RH en fait. Et côté candidat, côté chercheur d'emploi, est-ce que tu sens aussi un changement? Parce que on l'a dit, c'était un peu l'euphorie les dernières années, surtout dans la tech. Tu sais que tu veux changer de job, bah c'est pas grave en fait. Tu jettes ton CV en l'air, t'as 10 RH en dessous pour le rattraper. Putain, je vais la garder celle-là pour faire un short. Et, mais est-ce que là, tu sens que il y a un sentiment qui commence à s'inverser? Est-ce que les candidats sont un peu plus paniqués à l'idée de se dire est-ce que je vais trouver un job?
ou est-ce que c'est encore hyper ouvert? Bah, en fait, même quand le marché c'était un peu la foire d'empoigne et que tu pouvais trouver en claquant des doigts, ce qu'on peut voir c'est que ça n'a jamais été. Enfin, c'est jamais facile et évident pour les personnes de trouver un job parce que le tout c'est de trouver un job qui te plaît en termes de mission, en termes d'équipe, qui a des perspectives d'évolution qui correspondent à ce que tu as envie de faire, une société aussi qui investit dans les collaborateurs, une société qui va bien financièrement, du coup qui a de la projection, etc. Donc en fait, quand on sait qu'il n'y a que 30% des opportunités qui sont visibles des candidats Ouais. sur le marché, quand tu veux vraiment prendre la bonne décision, même quand il y avait énormément de possibilités, moi ce que je peux voir, c'est que dans le cadre d'une recherche, il y a toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Après, il y a des profils pour qui avant la technologie avait le vent en poupe, qui aujourd'hui doivent aussi un peu réfléchir à peut-être développer de nouvelles compétences, se réorienter. Il y a certains types de projets peut-être qui se sont un petit peu réduits, notamment tu vois un petit peu start-up, éditeur de logiciels. Sauf que l'informatique, ça concerne aussi toutes les entreprises, hein, parce qu'aujourd'hui tout est digitalisé, on cherche à automatiser le plus possible. Donc finalement, moi de ce que je peux voir des candidats, c'est toujours les mêmes inquiétudes qu'il y a, c'est toujours les mêmes craintes. C'était le cas déjà avant et c'est aussi pour ça qu'on existait à ce moment-là en tant que cabinet et en tant que coach de carrière quand on bosse comme ça. Après, vu qu'avant, tu avais 30% des opportunités qui étaient visibles, même quand il y en avait beaucoup, il y avait quand même ce besoin de conseil. Aujourd'hui, il y a moins d'opportunités, donc peut-être moins l'impression qu'on va prendre la bonne décision, donc besoin de conseil. Et aussi, malheureusement, quand ça s'inverse un petit peu comme ça, au profit finalement des employeurs, les bonnes pratiques deviennent un peu plus négligées. Ouais. On a moins ce besoin de prendre soin du futur collaborateur et en tout cas de l'expérience candidat. Et ce que je peux observer beaucoup, c'est des candidats qui cherchent depuis 2-3 mois et qui n'ont aucune réponse, quoi, aucun retour, même pas un retour négatif, alors que quand même on soignait d'autant plus cette population Ouais. au moment où on avait Ouais, encore donc plus besoin il y d'eux. a quand même un changement. Il y a quand même oui, on l'observe, que les entreprises vont pas s'embêter à respecter les bonnes pratiques quand en fait elles en ont pas vraiment besoin, alors que c'est bien pour les candidats. Ça, c'est assez commun à tous les sujets RH, hein. Tu traites le harcèlement moral quand tu as une crise dans l'entreprise. Tu traites. En fait, les entreprises sont toujours à la réaction d'un problème et ne sont Mm. jamais dans l'anticipation et ont quand même du mal à pérenniser ces bonnes pratiques et surtout en recrutement, on le sait, hein. Mm. Là, ça faisait des mois qu'on expliquait aux entreprises à travailler soigner votre marque employeur, soigner votre process. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'elles ont presque toutes fait la même erreur. Elles ont toutes soigné leur marque employeur. Donc on a tous vu des campagnes sur les réseaux, sur YouTube, un peu partout. Et donc elles ont mis beaucoup de budget là-dessus, finalement pour travailler principalement leur sourcing et accroître le nombre de CV entrants. Mais elles ont assez peu quand même travaillé sur le process, l'expérience candidat. Mm. Donc on est toujours dans ce type de dérive. Oui, c'est sûr. Bah, après, c'est toujours le sujet de l'image et de la réalité. Ce que tu as envoyé d'envoyer à l'externe et parfois ce que tu fais pour ta marque employeur, en fait, c'est pas pour ta marque employeur, c'est pour tes clients, Mm. c'est pour tes actionnaires, c'est pas pour tes Bah, futurs collaborateurs ou pour les candidats. comme quand tu vends un produit, hein. Tu vas d'abord mettre beaucoup d'argent en marketing avant de mettre de l'argent pour améliorer ton produit. Mm. Et sur le customer care, ouais. C'est exactement la même logique. Souvent, on compare le recrutement au marketing, au commerce, mais c'est comparable vraiment à tous les niveaux finalement. Si tu avais trois conseils à donner là, à un candidat pour lui dire bah vas-y, exprime-toi, prends la parole sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, ça serait quoi? Alors, si tu es en CDI et que tu veux prendre la parole, moi, ce que je dirais, c'est définis ton objectif. Pourquoi tu veux prendre la parole? Est-ce que c'est pour trouver un certain type de poste? Est-ce que c'est pour construire un réseau? Est-ce que c'est pour être visible de certains interlocuteurs? Parce qu'en fonction, ce que tu vas aborder va varier. 2, te mets pas trop la pression. On dit souvent les réseaux, faut être régulier. Bah, faut mieux avoir un objectif. Parfois, peut-être que tu sors un petit peu de ce que tu t'es fixé, mais t'y retournes. Alors déjà se dire une fois par semaine, comme ça c'est pas trop. Je pense que ça semble bien. Et puis s'il y a une semaine où tu l'as pas fait, bah c'est pas grave. T'es pas trop dur avec toi-même, mais tu perds pas ton objectif de dire régulièrement je vais publier. Et faut pas avoir peur de s'y remettre si jamais t'as lâché. Et 3, bah faire attention à la forme, corriger bien ses fautes d'orthographe, se dire que c'est la première impression qu'auront mon réseau et de futurs recruteurs de moi, donc de pas hésiter à utiliser les outils pour les corrections et notamment l'intelligence artificielle. Eh ben merci Agathe Bah au pour tous plaisir. ces conseils.